Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tout premier épisode du CAT Cyber Podcast, le podcast de la Colombe Academy of Technology consacré à la cybersécurité, à l'innovation et aux technologies émergentes. Je suis Khady Madeleine Bernadette Diop, ingénieure en cybersécurité, et j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne directement l'avenir de notre continent, former, protéger, autonomiser, le rôle de la cybersécurité dans l'avenir des jeunes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. À l'heure où les technologies numériques occupent une place centrale dans notre quotidien, les jeunes représentent la force motrice de la transformation digitale. Cependant, cette transformation s'accompagne également de nouveaux défis liés à la sécurité des données, à la protection, à la vie privée et aux cybermenaces. Comment former les jeunes à ces enjeux ? Comment leur donner les compétences nécessaires pour saisir les opportunités offertes par le numérique et comment faire d'eux les acteurs d'un cyberespace plus sûr. Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Monsieur John Mohamed Moustapha Touré et Madame Mariam Ndiaye, à qui je vais laisser le soin de se présenter et de nous donner leur parcours en cybersécurité ainsi que leur expérience. Mariam. Bonjour à tous. Déjà, je vais vous remercier pour votre invitation. Je m'appelle Mariam Ndiaye, étudiante en licence 1 en cybersécurité à la Colombe Academy. Enchantée, Mariam. Enchantée. Bonjour à tous, John Mohamed Moustapha, je suis le directeur général de la Colombe Academy of Technology. Merci. Pouvez-vous nous parler un peu de votre expérience dans le domaine de la cybersécurité ? Alors, s'agissant de mon expérience dans ce domaine, je dirais d'abord que j'ai d'abord été professeur de mathématiques avant quand même d'être professeur d'informatique. Je pense que j'ai exercé ce métier en tant que pendant 5 ans. Donc j'ai dû enseigner les mathématiques avec les classes de 3e, les classes de seconde, de première, mais également des terminales. Et avant un peu de me focaliser sur mon parcours, je dirais informatique, parce qu'à la base quand même, je détiens une licence mathématique et aussi en informatique. Donc pour moi, les deux sont assez liés. Donc le matin, je faisais des cours en mathématiques et le soir, je donnais des cours d'informatique. Par la suite, je suis passé dans pas mal de sociétés. Parfois en tant que directeur technique, en tant qu'ingénieur et surtout en tant que consultant. Et c'est comme ça que je suis devenu d'abord le directeur technique de la CAT et depuis septembre 2023, je suis devenu le directeur général de la CAT. Alors, pour comprendre les enjeux, nous avons quelques questions, Monsieur John. Pourquoi, selon vous, la cybersécurité est-elle devenue un enjeu majeur pour les jeunes d'aujourd'hui ? Alors, je répondrai à cette question en disant que aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle l'accélération de la numérisation même de notre vie quotidienne, sans pourtant parfois que la sécurité s'en suive. Ce que je veux dire par là, c'est que les jeunes en Afrique sont les plus concernés quand on parle du numérique à travers les réseaux sociaux qu'ils utilisent. Au-delà des réseaux sociaux, on a les plateformes d'apprentissage en ligne, on a les e-commerce. Donc en Afrique, les jeunes sont les plus touchés, ils sont les plus exposés. Naturellement, c'est à eux également, en tout cas, de développer une culture numérique pour pouvoir sécuriser leur avenir. D'accord. Et toujours par rapport à cette cybersécurité, selon vous, quels sont les risques auxquels les jeunes aujourd'hui sont le plus confrontés par rapport à cette exposition, comme vous dites, des réseaux sociaux ou bien des différentes plateformes? Alors, les risques sont énormes, mais permettez-moi d'abord juste de rappeler, en termes de chiffres, aujourd'hui on parle de 95 millions d'attaques qui se sont passées en Afrique, rien que pendant le continent, en 2025. Donc c'est un chiffre de Kaspersky. Et cela témoigne tout simplement que notre continent, c'est le continent le plus exposé face aux cyberattaques. Alors on parle aujourd'hui d'une pression cyberdurable qui est très énorme. Et d'où l'objectif aujourd'hui, on assiste de plus en plus à des arnaques en ligne, que ce soit des faux comptes, des faux bourses, peut-être sur des messages qu'on envoie.
sur les réseaux sociaux, mais aussi on peut assister à, disons, de l'ingénierie sociale. Il y a en tout cas énormément de risques qu'on peut citer. Donc, du coup, j'avais une question. Est-ce que vous pouvez détailler c'est quoi la pression cyberdurable? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de pression cyberdurable, c'est un terme qui est plus, disons, utilisé par Kaspersky. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les attaques, en fait, se font en continu. Donc, ça veut dire que le volume de cybermenaces, c'est un volume qui est continu. C'est pas par pic. Donc, c'est quelque chose qui est constant dans le temps et qui évolue de manière exponentielle. Parce que si de temps en temps, on parlait des attaques qui se font peut-être chaque mois ou chaque 2 mois ou chaque trimestre, là, on pouvait parler juste de pic d'attaque. Mais là, c'est quelque chose qui est constant. Raison pour laquelle on parle de cybermenace qui est carrément durable. Et on parle aujourd'hui, si vous prenez la moyenne, en Afrique, c'est 1800 attaques par semaine, contre une moyenne de 1500 dans les autres régions du monde. Donc c'est énorme. Voilà. C'est le continent, en tout cas actuellement, qui est le plus exposé face à ces cyberattaques. Très bien. Et selon vous, est-ce que les jeunes sont suffisamment sensibilisés par rapport à ces cybermenaces? Alors, je dirais non, pas forcément. Parce qu'il y a, ce que je vais citer d'abord, c'est le phénomène de l'excès de confiance. Quand on parle de l'excès de confiance, parce que manipuler les réseaux sociaux, être à l'aise dessus, ne veut pas dire tout simplement que vous soyez au courant des bonnes pratiques. Donc je pense qu'il y a une notion de confiance excessive par rapport à cette manipulation de ces réseaux sociaux-là. Et derrière, ça ne traduit pas carrément la maîtrise des bonnes pratiques. Donc je pense que il n'y a pas également de cadre légal, donc dans certains pays qui puissent peut-être former les jeunes et les sensibiliser. Ce qui se passe actuellement, c'est des choses qui arrivent de temps à autre, à travers parfois à la suite d'une cyberattaque. Naturellement, vous allez voir beaucoup d'ingénieurs qui vont sortir et parler aux jeunes en leur disant que voilà, il y a ça qu'il faut faire, il faut éviter ça, etc. Donc, c'est des choses qui se font de temps en temps. Entre autres aussi, je pense qu'il y a certaines quand même, et ça c'est le moment de le saluer, nous assistons quand même à une certaine sensibilisation. Il y a des acteurs, dont je peux ne pas citer les noms, qui aujourd'hui jouent un rôle très important, qui continuent aujourd'hui de sensibiliser les jeunes à gauche, à droite. Mais pour ma part, je pense qu'il faudrait qu'on puisse mettre en place un cadre légal et pourquoi pas commencer cette sensibilisation dès le plus bas âge, chez les plus jeunes en tout cas, que ce soit au lycée, et encore l'inclure carrément dans notre programme scolaire. Je pense que le monde actuellement évolue dans ce sens-là et je pense que l'Afrique également doit suivre cette évolution. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Donc maintenant, je pense que nous comprenons tous les défis par rapport à tout ce qui est cybersécurité et plus par rapport à tout ce qui touche les jeunes d'aujourd'hui. Mais nous allons maintenant parler des solutions et des opportunités qui peuvent s'offrir à notre jeunesse africaine. Donc, pourquoi est-il important, selon vous, d'investir dans les compétences numériques des jeunes? Alors, je vais répondre à cette question sur d'abord le point de vue démographique. Du point de vue démographique, l'Afrique a la population la plus jeune au monde. Et ça, c'est une force. Mais c'est une force à condition de la former. Aujourd'hui, on assiste à l'événement de l'intelligence artificielle, qui est accessible à tous d'ailleurs, parce que le monde a connu 3 grandes révolutions. Et aujourd'hui, le numérique, l'intelligence artificielle fait partie de ce qu'on appelle la 4e révolution. Que vous le voyez ou non, c'est quelque chose sur lequel il faut investir et il faut suivre. Donc, si nous ne pouvons pas investir sur le plan du matériel, sur le plan des data centers, naturellement, c'est quelque chose qui se fera dans le long terme. Il nous faut investir au moins sur la formation. Parce qu'il faut le rappeler, aujourd'hui, les outils que nous utilisons en termes de cybersécurité, ce n'est pas des outils qui sont conçus par les Africains. C'est des outils qui sont conçus par des éditeurs étrangers. Si je prends juste un exemple qui est très simple, à travers peut-être les outils qu'on utilise pour la protection des pare-feux, pour les pare-feux plutôt, la protection du réseau, on peut citer quelques pare-feux les plus connus, que ce soit les pare-feux sur Palo Alto, sur Fortinet ou bien sur Checkpoint. Mais ça, ce sont des éditeurs étrangers. Or, on ne peut pas faire de la cybersécurité seulement à travers
des outils, des éléments non techniques. On a besoin parfois d'outils qui permettent d'assurer cette cybersécurité-là. Donc, si du plan de vue démographique, malgré notre population les plus jeunes, on insistait sur la formation, là, on peut avoir une maîtrise parfaite de ces outils et pourquoi pas, plus tard, nous-mêmes, essayer de concevoir ces propres outils-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Donc, ça, c'est sur le plan démographique. Sur le plan de souverainisme également, je dirais que il nous faut assurer notre cyber-résilience. Et pour cela, il ne faudrait pas qu'on fasse appel à des étrangers qui puissent aujourd'hui venir assurer la sécurité, parce que ça peut coûter cher et ça peut ne pas répondre aux réalités de l'Afrique. Donc il nous faut, nous, en Afrique, qu'on puisse avoir nos propres jeunes qui sont compétents et qui peuvent eux-mêmes administrer certaines notions. Donc, il faut aussi rappeler que la cybersécurité, ce n'est pas seulement des éléments techniques, mais également elle constitue des éléments non techniques. Voilà. Et selon vous, par rapport à votre statut de directeur de la CAT, trouvez-vous qu'on a assez de main-d'œuvre par rapport à cette jeunesse, dans ce sens où ils sont assez bien formés pour répondre aux besoins que pourrait avoir le Sénégal ou l'Afrique de l'Ouest de manière générale? Alors, je pense qu'il faut réinventer l'éducation. La manière dont nous faisons nos formations quotidiennement, je pense qu'il faut la réinventer. Je vais vous expliquer une anecdote. Nous avons des JOJ qui arrivent très très bientôt. Une partie des JOJ a été financée par Checkpoint. Alors, l'objectif c'est Checkpoint vise à former plus de 1500 jeunes à travers le Sénégal. Et je pense qu'il y aura quand même peut-être certains pays, certains jeunes qui sont dans les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont concernés parce qu'ils sont en partenariat avec le PNUD. À travers cette formation-là, on parle de ce qu'on appelle de l'héritage. Parce que naturellement, si vous financez les Jeux Olympiques avec des équipements, mais à la fin des Jeux, il y aura ces équipements-là qu'il faudrait administrer, qu'il faudrait placer peut-être dans certains ministères ou autres. D'où l'objectif de carrément d'insister sur cette formation-là et apprendre à ces jeunes-là à maîtriser carrément cet outil de Checkpoint qui est le pare-feu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sur peut-être une cinquantaine d'écoles qui ont été abordées, donc il y a eu que 30 qui ont manifesté leur intérêt. Et parmi ces 30-là, Checkpoint vous dit, d'accord, pour faire une formation, il y a des prérequis. Alors ces prérequis-là, c'est en termes de capacité sur la RAM, en termes de capacité sur le stockage. Donc là, on parle de l'infrastructure, du data center, en fait, de l'école, dans le cadre général. Et ce qui s'est passé, c'est que là, on se retrouve juste avec 3 établissements, dont je tairai les noms, mais naturellement, la CAT en fait partie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait que les établissements, d'abord, puissent investir sur le plan académique, pour investir sur les matériels, carrément. Les matériels ne sont pas seulement composés de matériels de réseau, comme on le voit dans certains établissements, mais il faut qu'on part au-delà, c'est-à-dire avoir des data centers internes, même si c'est composé de 3 serveurs ou 4, etc., afin de permettre aux étudiants, quand même, disons, de pouvoir tester et de voir à quoi ressemble un serveur, déjà en interne, et ce qui permettrait un peu d'abord de répondre à pas mal de demandes, parce que si aujourd'hui, on doit se former sans pour autant avoir les outils ou bien les acteurs qui sont responsables de cette formation-là, n'ont pas les outils qu'il faut pour assurer cette formation-là, je pense que cela revient au même également. On ne va pas avancer. Donc, il nous faut d'abord que ces acteurs, à travers les écoles ou privées ou publiques, les universités publiques, le gouvernement, il nous faut, pourquoi pas avoir un data center national, mais carrément orienté dans le secteur de la formation professionnelle. Ça se passe au Virginie. Donc, chaque fois que je passe aux États-Unis, le plus souvent, j'ai l'habitude d'aller en Virginie. Mais vous avez ce qu'on appelle les Virginia Tech. C'est-à-dire, c'est un data center qui couvre beaucoup de régions aux États-Unis, carrément comme les data centers AWS ou les data centers sur Azure, où les gens ou les établissements privés en réalité se connectent dans ces data centers-là s'ils ont besoin de ressources en termes de machines virtuelles, de RAM ou bien de CPU, voilà, qui sont les prérequis quand même pour pouvoir assurer cette formation. Donc c'est très important pour nous qu'on puisse, que les acteurs de cette formation-là puissent insister et acheter carrément les matériels qu'il faut. Investir dans le matériel. Donc il faut beaucoup investir, c'est ça. Mariam?
Donc, je peux en conclure qu'à travers des établissements comme la Colombe Academy, on peut faire passer l'Afrique de consommateur régulé de technologie à leader plus tard. Tout à fait. Alors, moi, je vais vous expliquer un peu dans le cadre puisqu'on parle de CAT naturellement, ce que nous faisons à notre niveau. Donc, il y a 2 concepts que nous avons lancés. Le premier concept, c'est un concept qu'on appelle le APC, donc ACP plutôt, Apply and Compute Project. Et le second concept, c'est un concept que nous appelons le CLE. Le concept premier, le ACP, c'est que nous nous sommes rendus compte que dans la plupart des formations qui se passent, quand les jeunes doivent faire leur soutenance, que ce soit en licence ou bien en master, ils viennent avec des sujets, études et mise en place, études et mise en place. Mais on s'est dit, mais si on continue dans ce lancer-là, jusqu'à 20 ans, on continuera toujours à étudier et à mettre en place. Donc, il faut changer la donne, et changer la donne revient à repenser carrément des sujets de mémoire. Donc, faire une expression des besoins, ce dont on a besoin actuellement. Parce qu'il faut comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique ne produit pas de matériel. Il ne crée pas également des logiciels de cybersécurité. Ou bien ceux qui le font, c'est extrêmement rare. On s'est dit, mais pourquoi pas ne pas mettre en place notre premier SOC? C'est bien possible. Que ce soit un SOC, un SIEM, un EDR, un XDR, un logiciel de monitoring des réseaux, etc. Donc l'ensemble des solutions qui sont utilisées en cybersécurité, commencer dès le premier âge. Parce qu'il faut comprendre aussi que quand on fait parfois les sujets de soutenance, vous attendez à ce que l'étudiant vienne en licence 3, par exemple, pour lui donner des sujets. Mais il aura exactement un temps qui est extrêmement court. Nous, avec travers le concept de ACP, on donne les sujets en première année. De ce fait, l'étudiant peut évoluer avec son sujet. Donc, en deuxième année, pour le peaufiner encore en troisième année, avant de pouvoir venir en licence 3 ou bien en master, mais venir avec une solution qui marche. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de les féliciter à tous parce qu'il y en a énormément, certains parmi eux, qui ont aujourd'hui développé des solutions de SIEM, qui ont aujourd'hui développé des solutions de supervision des réseaux, qui ont aussi développé des solutions de EDR et qui marchent. Alors, ce qu'on leur dit, c'est que ces mêmes solutions-là, et c'est des étudiants de licence 3, on leur dit que ces solutions-là, il faudrait tout faire pour l'amener à un master. Voilà. Donc, et après cela, essayer d'inculquer envers eux cette notion de confiance en soi, parce que c'est ce qui manque à nos jeunes. Donc, il faudrait que ces jeunes-là puissent avoir confiance en eux, puissent savoir qu'aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, mais tout est possible. Voilà. Les mêmes compétences que vous avez ailleurs, les mêmes outils qui peuvent être développés ailleurs, nous également, on a cette capacité-là de développer ces outils. Le deuxième concept, je vais terminer par là, qu'on appelle le concept de CLE, CAT Learning Express. Là aussi, ça vise à renforcer tout simplement la compétence ou bien les compétences de ces jeunes. Chaque 3 mois, si vous avez l'année qui dure peut-être l'année scolaire de 10 mois, chaque 3 mois, on essaie de faire un break sur des cours. C'est-à-dire on arrête tous les cours et pendant une semaine ou deux, on essaie de concevoir un sujet qui est sous forme de cahier de charges et que l'on propose à ces jeunes-là qui vont essayer de développer carrément ce projet-là. On peut leur donner des sujets sur la conception carrément d'une architecture LLD ou bien HLD par rapport à la gouvernance et ils sont chargés d'y aller jusqu'au bout. Donc, et ce sujet, en fait, va, disons, couvrir carrément tout ce qu'ils ont fait durant ce trimestre-là. Donc, chez les Anglais, on l'appellera des capstones. Voilà. Donc, c'est exactement ce même concept aujourd'hui que nous avons à la CAT, que nous avons appelé les CAT Learning Express. Voilà. Merci beaucoup, M. Jeune. Alors, quel rôle jouent aujourd'hui les certifications par rapport à les certifications professionnelles pour l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel? Je pense que la certification développe ce qu'on appelle une sorte de valeur ajoutée, mais également une confiance. Alors, dès lors que nous sommes conscients à tous que nous ne développons pas des matériels de sécurité, l'éditeur qui conçoit son matériel de sécurité, il est en mesure de vous dire comment vous devez l'utiliser. Et ce comment vous devez l'utiliser suppose que vous avez fait une formation officielle. Et le fait de faire une formation officielle attestée par un examen à la fin, c'est ça qu'on appelle les certifications. Donc, c'est une garantie
pour montrer déjà que vous maîtrisez le produit, carrément la solution, mais également c'est une garantie, disons une crédibilité qui vous permettra de vous ouvrir à l'international. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la plupart de nos diplômes académiques, parfois vous pouvez aller à l'international, certains ne sont pas reconnus. Mais au-delà du diplôme que vous aurez, si vous avez des certifications, mais une certification, elle est internationale. Parce qu'aujourd'hui, chez tous les pays, si je prends l'exemple de Checkpoint, c'est tout le monde qui l'utilise. Si je prends l'exemple de Fortinet, c'est tout le monde qui l'utilise. Si je prends l'exemple de Palo Alto, même chose. Donc, il faut que les certifications peuvent se faire à la fois techniques, mais également des certifications non techniques, parce qu'on n'a pas seulement besoin des certifications techniques pour pouvoir assurer la cybersécurité. On a aussi besoin des certifications qui sont non techniques aussi. C'est très important. Qu'est-ce que vous appelez certification non technique ? Alors, je vais expliquer un peu la cybersécurité dans son concept global. Donc, et pour parler de la cybersécurité dans le concept global, je ferai appel à ce qu'on appelle le security management, n'est-ce pas, dans son ensemble. Ce security management-là, il est formé de 4 éléments, de 4 piliers. Le premier pilier, qui pour moi est le pilier le plus important, c'est ce qu'on appelle la sécurité infrastructure. Donc, toute entreprise aujourd'hui a ce qu'on appelle son infra. L'infra est composé du réseau, l'infra est composé des pare-feux, l'infra est composé des endpoints, des machines, des workstations, que ce soit des ordinateurs Windows ou Linux. Donc, tout ça, des applications, des bases de données. Donc, tout ça, c'est l'infra. Donc, ça, c'est des certifications qui sont carrément techniques, parce qu'on parle d'infra. Et une fois que vous avez maîtrisé cette partie de sécurité infrastructure, vous avez une seconde partie qu'on appelle la sécurité prevention. Donc là, on parle plus de la cybersécurité offensive, à savoir les pentests, etc. Donc là également, on est dans le cadre d'une certification technique. Mais il y a un troisième élément qui est un élément qui est très important, c'est la partie compliance and validation. Alors ça, c'est des certifications non techniques. On peut prendre l'exemple de l'ISO 27001, l'exemple de COVID, l'exemple du CISM, entre autres, on peut en citer. Mais pourquoi c'est un élément qui est extrêmement important? Parce que c'est des certifications qui vous expliquent les bonnes pratiques, qui vous parlent quand même de la gouvernance. Et pour moi, là, c'est l'élément fondamental qu'il faut comprendre avant de faire autre chose. Et enfin, il y a le dernier élément qu'on appelle la security operation. Donc ça, c'est pour tout ce qui est supervision. Et permettez-moi de donner juste une petite explication assez simple que j'ai l'habitude de donner à mes étudiants. Et pour faciliter la compréhension, c'est comme si vous avez une voiture. Si vous prenez une voiture, vous avez les composants de cette voiture. Vous avez le châssis de la voiture, vous avez le moteur de la voiture, vous avez les roues, bref, tous ces composants-là, c'est exactement ça, ce qu'on appelle la sécurité infrastructure. C'est aussi simple à comprendre. Maintenant, à travers cette voiture-là, si demain vous souhaitez peut-être voyager, vous pouvez de temps en temps ramener la voiture chez un mécanicien. Ce dernier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le check-in de votre voiture. Mettez en place un outil qui permettra de découvrir les vulnérabilités qui sont dans cette voiture-là. Et à travers ces vulnérabilités-là, ça peut être sous forme d'audit, ça peut être sous forme de pentest, ce qui permettrait naturellement de pouvoir apporter des correctifs. Mais ça, c'est la partie security prevention, un exemple. Mais sur la partie security compliance, mais c'est les bonnes pratiques. Par exemple, si à travers cette voiture-là, vous devez rouler sur l'autoroute à péage, on vous dira que vous devez limiter votre vitesse à 110 km/h. Vous allez voir les bonnes pratiques. Ou bien de temps à autre à 90 km/h. Donc toutes ces bonnes pratiques-là, nous on l'appellera la partie compliance and validation. Mais à la fin de la journée, moi je suis pas un mécanicien. Bien vrai que je comprends un peu l'ensemble des équipements, des outils en tout cas qui sont dans ma voiture. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moins j'ai mon tableau de bord. Et si j'ai mon tableau de bord, demain j'ai un souci sur le moteur, il y aura un checking sur le moteur. J'ai un souci sur mes roues, le tableau de bord va me le donner. Donc là, c'est la partie security operation. Donc c'est la partie, disons, de supervision. Et c'est une partie qui peut à la fois être technique et à la fois être non technique. Donc pour moi, une certification
Également, il faudra évoluer dans le temps. Il faudrait de temps à autre se concentrer sur d'abord l'infra. Une fois que vous avez maîtrisé l'infra, vous pouvez évoluer pour aller sur la partie prevention. Une fois que la partie prevention, vous évoluez aller sur la partie compliance. Et enfin, pourquoi pas terminer sur la partie security operation, si vous avez le temps, naturellement. Surtout. Et si vous n'avez pas le temps, vous pouvez juste choisir une partie où vous êtes le plus à l'aise et essayer de le faire. Et je rappelle que la plupart des DSI, alors à leur niveau, ils se concentrent plus sur les parties compliance, donc GRC et autres, et sur aussi la partie operation, en laissant les ingénieurs naturellement dérouler la partie infra et la partie security prevention. Très bien. Je pense qu'on comprend mieux maintenant le concept de certification technique et non technique. Quelles sont les certifications que vous pourriez recommander aux jeunes? Alors, c'est une question assez dure à répondre. Parce que comme je l'ai dit, dès lors que les certifications peuvent être techniques et non techniques, mais quand même, je recommanderais toujours de s'orienter sur les certifications qui touchent la partie infrastructure. En commençant par les certifications sur les équipements qui sont utilisés, à savoir les certifications qui touchent la partie virtualisation, c'est très important, ça fait partie des prérequis. Ou ce qui touche la partie le cloud. Donc aujourd'hui, on a quand même la plupart de certaines entreprises qui utilisent des solutions de cloud à travers AWS ou bien Azure ou bien encore GCP de Google. Donc ça, c'est des certifications qui sont très prisées. Mais entre autres aussi, il y a les certifications comme Linux, LPIC1, de tout ce que vous voulez. Les certifications en administration Windows aussi qui sont extrêmement importantes. J'ai un peu oublié même de donner les certifications sur les pare-feux en fonction des types de pare-feux qui sont utilisés dans les milieux. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui au Sénégal, on utilise tous ces trois types de pare-feux. Dans la plupart des entreprises, il y a soit du Palo, soit du Forti. Donc il est très important quand même de faire des certifications là-dessus. Maintenant, comme je l'ai dit, plus vous évoluez, plus après vous allez passer par la partie pentest. Alors, et ça, permettez-moi, j'ai un peu oublié de le dire, permettez-moi de le rappeler aux étudiants. Il ne faut pas commencer par des pentesting. Parce que comme je l'ai dit, la cybersécurité n'est pas seulement offensive. Si vous commencez par des certifications pentesting en faisant référence à des outils ou des plateformes qu'on retrouve sur le net, Hack the Box ou bien TryHackMe, c'est très bien. C'est des CTF, voilà. Ça donne de l'engouement, ça fait plaisir de répondre et d'évoluer brique par brique. Mais en réalité, c'est pas ça la cybersécurité. Voilà. Il faut commencer d'abord par la base. Et la base, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette partie de sécurité infrastructure. Parce que la posture que vous aurez, et cette posture que beaucoup d'entreprises recherchent, c'est une posture défensive. Les entreprises, c'est rare de voir une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, venir et dire que d'accord, moi j'ai besoin d'avoir carrément un ingénieur qui fait un peu de la cybersécurité offensive. Non, ce qu'ils recherchent, c'est une posture défensive. Donc ceux qui font de l'offensive, c'est des cabinets comme, voilà, je ne veux pas citer de nom, ou bien comme des fournisseurs. Donc eux, ils recherchent cela, donc voilà. Mais si on fait le ratio, bon, c'est qu'entre 90% de sociétés privées ou publiques, contre 10% de ces fournisseurs-là. Donc, il y a plus de sociétés privées que de sociétés publiques et privées qui recrutent la partie défensive que de fournisseurs qui vont recruter un peu la partie offensive. Donc, d'où les étudiants doivent mieux s'orienter sur cette partie défensive et peut-être, s'ils ont le temps, quand même, faire aussi la partie cybersécurité offensive. Parce qu'à la fin même de la journée, on dira que l'offensive, elle sera faite par des outils. Voilà. Donc, on peut en citer plusieurs. Vous avez une question? Par rapport, on parlait tout de suite de recommandations. C'est-à-dire aujourd'hui, imaginons que vous aviez encore 18 ans, quel serait l'aspect ou bien peut-être la notion numérique ou technologique que vous aimeriez apprendre en premier? Alors, une question difficile à répondre. Alors, je dirais que d'abord, c'est les fondamentaux. Les fondamentaux, se maîtriser carrément Windows et Linux. Pour moi, c'est ça les fondamentaux. Parce que vous avez même les applications qui tournent, elles tournent sur ces deux plateformes-là. Les applications métiers, tout ce que vous voulez. Donc en réalité, pour moi, ça c'est la base. Mais aussi, il est très important aussi on a parlé tout à l'heure de sensibilisation
Donc c'est quelque chose sur lequel la personne doit s'inculquer. Parce qu'aujourd'hui, à travers, comme je l'ai dit, l'Internet, on peut même aller sur n'importe quelle plateforme et essayer de voir un peu quelles sont les bonnes pratiques. Mais ces bonnes pratiques, ça, c'est pas seulement l'utilisation des téléphones portables, mais c'est également comment même vous devez naviguer sur le net, comment vous devez protéger votre ordinateur, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour moi, c'est un aspect fondamental et c'est très important. Donc je dirais pour résumer, la sensibilisation dans le cadre général, mais également la maîtrise des systèmes d'exploitation fondamentaux de base, à savoir Windows et Linux. C'est bon? Si. On voit qu'il y a beaucoup de maîtrise dans ce que vous êtes en train de dire, Monsieur John. Mais j'aurais juste une question. Aujourd'hui, par rapport à toutes les certifications, par rapport à toutes les explications, en tout cas la base. Mais aujourd'hui, pour des compétences peut-être beaucoup plus axées entreprise, vous avez parlé de Palo Alto, de Forti, de Checkpoint. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des technologies émergentes? Parce que ça aussi, ça fait partie de l'actualité. On voit qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui naissent actuellement, ou peut-être qui existent depuis des années, mais qu'ici au Sénégal, on ne maîtrise pas forcément, qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des technologies émergentes dont vous aimeriez partager avec les jeunes? Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Là, on entre dans le cadre carrément d'un cours en informatique. Bon. Mais quand même, je ferai le plaisir de répondre à cette question, peut-être pour orienter les jeunes ou quand même les professionnels dans ce secteur-là. Depuis 2019, il y a le Gartner qui a introduit un nouveau concept. Le concept, on l'appelle le SASE, Secure Access Service Edge, qui est un concept extrêmement développé. Vous allez aux États-Unis ou bien en Europe ou bien partout dans le monde, c'est quelque chose qui est utilisé avec des éditeurs qu'on peut citer. Ça peut être un éditeur comme Cloudflare, ça peut être les éditeurs comme Zscaler ou encore Palo Alto, Fortinet. D'ailleurs, même aujourd'hui, tous ceux qui font de la sécurité infrastructure, les éditeurs en tout cas du pare-feu, c'est quelque chose qu'ils intègrent. Alors, l'objectif du SASE, en fait, c'est que ça vous permet un peu de réduire considérablement le coût du MPLS. Parce que dans la plupart des entreprises qui ont peut-être 1 ou 2 ou 3 sites, ce qu'ils font, c'est de relier ces sites-là avec une liaison MPLS. Quand vous allez du SASE, ça vous permettra de passer outre l'MPLS. Donc là, vous allez rentrer dans un autre cadre. Donc, on ne peut pas faire, je ne peux pas vous dessiner une architecture, naturellement. Mais je dirais que moi, parce que moi, je suis un passionné. Hein, à chaque fois que je parle quand même de l'informatique, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de donner des cours. Je pense que ça, c'est important. Mais je pense qu'aujourd'hui, le concept nouveau sur lequel les jeunes peuvent s'orienter, c'est carrément le SASE. Parce que c'est quelque chose qui est né depuis 2019, mais jusqu'à présent, on a du mal à l'implémenter dans nos régions. Parce que peut-être qu'il n'y a pas de formation adaptée. Et ça, je le dis souvent. Vous savez, en informatique, il y a un processus. Et ce processus, elle est fondamentale. Les jeunes qui sont dans les académies, mais d'ici 5 ans, mais c'est eux qui vont aller travailler carrément dans des structures. C'est un processus normal. On forme, on recrute, et ces gens-là vont évoluer pour être des DSI. Mais si au moment de la formation, ils ne connaissent pas certains concepts ou certains projets ou bien certaines technologies qui doivent évoluer dans le futur, mais il sera difficile pour eux de les appliquer, même si c'est 5 ans, parce que c'est quelque chose de nouveau, peut-être qu'ils n'auront pas confiance. Donc, d'où la base de renforcer carrément notre capacité de formation. Et là, je pense, je fais un appel aussi bien aux administrateurs de sociétés dans les différentes écoles, mais également aux traîneurs. Et ça, c'est fondamental, c'est extrêmement important. Moi, j'ai eu la chance d'être un traîneur, donc je suis passé dans pas mal d'écoles avec 15 ans d'expérience dans le secteur. Mais c'est nous, les formateurs, c'est nous qui devons aller nous former à nouveau, en premier temps. Parce qu'une fois que nous sommes formés, nous devenons des traîneurs officiels. Et naturellement, c'est par la suite qu'on peut aussi, former à nouveau les étudiants qui transfèrent de la compétence, comme vous l'avez dit, effectivement, à ces étudiants qui, demain, vont occuper des postes de responsabilité dans ces sociétés. Donc, c'est une chaîne.
Mais si nous-mêmes, on ne renouvelle pas nos certifications ou on n'est pas formé sur ces nouvelles technologies, c'est ça extrêmement difficile carrément de transmettre cette compétence. Donc il faut que les formateurs puissent se repenser, il faut qu'ils puissent sortir de cette zone de confort et aller découvrir certaines technologies, faire de la veille informatique et savoir exactement ce qui est proposé dans le milieu et comment est-ce qu'eux, ils peuvent le transporter. Mais il faut être derrière aussi que les autorités comme l'ANAQ-Sup, il faudrait qu'ils suivent derrière. Parce que si on voit certains programmes dans certains établissements, mais on peut dire qu'il n'y a que 10 à 20% peut-être de changement. Mais vous prenez un ingénieur qui a fait ses études dans une école X, il y a cela 10 ans, vous lui remettez le programme en 2026, ben peut-être qu'il va avoir que 10 à 20% de changement. Or ça, c'est quelque chose sur lequel on doit faire beaucoup d'efforts, parce que c'est le rôle des traîneurs, c'est le rôle des professeurs d'aller proposer en fait les sujets, voilà, les techniques, les technologies qu'il faut aux différents administrateurs de ces écoles-là, afin de les forcer naturellement à s'adapter carrément à l'évolution technologique, voilà, aux nouvelles technologies. Je pense que c'est extrêmement important. Donc il y a tout un travail à faire. Nous, on fait notre rôle pour sensibiliser, donner le maximum d'informations. Je pense également que les administrateurs ont un rôle, les traîneurs aussi ont un rôle. Donc il nous faut construire carrément un écosystème afin d'aller au-delà, en tout cas de se surpasser. Voilà. Bon, j'avais juste une question par rapport à tout ce que vous venez de citer, parce qu'il me semble qu'il y a quand même des certifications qui sont entre guillemets natives, si je peux dire ça comme ça, au Sénégal, telles que le Cisco, telles que beaucoup d'autres certifications que nous retrouvons très souvent dans les écoles. Mais selon vous, vous ne pensez pas qu'il y a un manque de traîneurs officiels au Sénégal? Parce que vous avez parlé de la certification, de la formation. Mais si derrière, nous n'avons pas justement ces profils-là de formateurs, je pense que les jeunes également ne pourront pas évoluer dans leur certification. Alors, je vais vous expliquer une anecdote. Étant donné que je dirige une école de cybersécurité, il nous est arrivé effectivement avec le responsable des programmes de faire un appel à candidature. Alors, sur 120, peut-être une centaine de CV qui ont été reçus, on n'a pas vu peut-être, on voyait que un ou deux personnes qui étaient certifiées, ce qui pose problème. Parce que comme je l'ai dit, l'Afrique ne fabrique pas de matériel. Or, on ne peut pas faire de la cybersécurité sans pour autant utiliser carrément des matériels. Les matériels qui sont conçus actuellement par des éditeurs, c'est des éditeurs internationaux qui nous viennent d'ailleurs, qui ne viennent pas du Sénégal. Donc, si on veut mettre en place une bonne stratégie de cybersécurité, je prends juste un simple exemple. On a tous besoin d'un pare-feu. Vous prenez n'importe quelle société, ben ils ont besoin de pare-feu, parce que ça, c'est la base, c'est les périphériques. Il faut protéger les flux entrants, etc. Et sans ce pare-feu-là, bah, ce n'est plus la peine d'assurer une protection avec n'importe quel outil que vous allez utiliser. Et si je prends même, d'après les recommandations de NIST, vous avez ce qu'on appelle la partie gouvernance, vous avez la partie protection, vous avez la partie détection, vous avez la partie réponse, vous avez la partie résilience. L'idée, c'est de voir, d'accord, sur chaque élément, qu'est-ce qu'on peut faire. Le premier élément sur la partie protection, on recommande d'avoir un pare-feu. On recommande d'avoir une solution de DLP. On recommande d'avoir des emails de sécurité, en tout cas pour assurer les mails. On recommande. Donc il y a énormément de choses. Donc si je prends l'exemple de pare-feu, tout le monde sait que de manière, disons, à l'international, bah, les trois types de pare-feu qu'on utilise ne dépassent pas Forti, Palo ou Checkpoint. Et parfois certains utilisent du Sophos. Donc face à ce constat-là, l'éditeur, et je vais me répéter parce que j'en avais parlé tout à l'heure, l'éditeur qui a conçu son pare-feu, ben lui, il est à mesure de vous dire comment vous devez l'utiliser. Il ne faut pas être royaliste que le roi. Et c'est comment on doit l'utiliser. L'éditeur le met sous forme de certification, avec des modules bien définis et avec les bonnes pratiques. Il nous est arrivé à maintes reprises d'aller dans certaines sociétés et de voir certaines configurations qui ont été faites. Et on a remarqué en réalité qu'il y avait beaucoup plus simple de le faire.
Voilà. Donc, d'où l'idée pour moi de se former sur carrément les technologies, en tout cas les certifications techniques. Elles sont extrêmement importantes dès lors qu'on utilise l'outil. Et les traîneurs, nous avons lancé en tout cas un concept, et ça quand même c'est le rôle des administrateurs de société. Il faut tout faire pour travailler, pour d'abord aller à la recherche de ces éditeurs-là. C'est pas normal aujourd'hui où quand on parle de Palo Alto, qu'on trouve 1 ou 2 partenaires au Sénégal. Même chose pour, il y a certains partenaires même dont il n'y a qu'une seule, une seule université qu'on peut citer comme étant un partenaire avec ces éditeurs. Il nous faut aller à la recherche de ces partenariats avec les éditeurs. Et ça, c'est le rôle des administrateurs d'université. Donc, c'est le rôle des professeurs. Une fois qu'on a ces partenariats-là, naturellement, ces partenaires vous donneront des vouchers ou bien des ressources gratuites que vous pouvez utiliser afin de permettre à votre professeur aussi de monter en compétences. Donc, je pense qu'il faut carrément travailler sur ça, que ce soit avec les administrateurs des différentes écoles, les directeurs et autres, mais également avec les traîneurs. Donc, c'est très, très important. Alors, merci beaucoup, M. John, pour votre contribution. Nous voyons qu'au-delà de la formation, la cybersécurité présente également un véritable levier d'opportunités professionnelles. Il a parlé des certifications, il a parlé des différents domaines de la cybersécurité. Donc, nous remercions nos invités pour votre participation. Comme nous le savons, la cybersécurité n'est plus uniquement une question technique. Elle est devenue un levier de développement, d'employabilité et d'innovation pour la jeunesse africaine. Donc nous voyons aujourd'hui que la cybersécurité est un enjeu très stratégique actuellement au Sénégal et les jeunes ont à aller envers la formation, à se former, à se professionnaliser dans ce secteur. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Et surtout, abonnez-vous sur nos différentes plateformes pour recevoir nos notifications le plus rapidement possible.